Oui, alors ça s'intitule Vision de l'inépuisable de Jean de Patmos à Colostère. À la lecture de l'Apocalypse de Jean, je suis pour ainsi dire épuisée par l'inépuisable. Pourquoi n'en finit-on pas plus vite? Accablé par la multiplication, le plus souvent par 7, des églises et des esprits, des trompettes et des sceaux, des bêtes et des dragons, des cavaliers, des sauterelles, des éclairs et des tremblements de terre, des fléaux et plaies de toutes sortes, par ce spectacle mythique à grand déploiement, je me demande pourquoi Dieu, dans sa toute-puissance, ne fait pas advenir la fin d'un coup. Qu'a-t-il besoin de tous ces effets spéciaux? Il y a une sorte de mauvais goût de l'Apocalypse, un trop-plein d'images, de chiffres et de symboles, une surenchère de figurations, un déploiement grossier d'armes de destruction massive qui détonne par rapport à l'imagerie inoffensive de la religion d'amour prêchée dans les évangiles. D.H. Lawrence a relevé, dans un essai posthume commenté par Deleuze, dont on a parlé Terry, les enjeux de pouvoir et l'esprit haineux, vengeur de l'Apocalypse, qui se nourrit du détournement des symboles païens pour mieux annihiler le paganisme. Ce qui m'étonne, moi, c'est que cette violence et cet acharnement semblent attester paradoxalement de la résistance, voire de l'inépuisabilité du monde, de ce réel qu'il s'agit tout à la fois de détruire et de réparer pour fonder un ordre nouveau. Devant l'Apocalypse, je me surprends de cette vitalité morbide, de ce grouillement de vie toxique qui est tout à la fois celui du monde et celui de la machinerie lourde des péchés, mais toujours insuffisamment pour le détruire. « Voici, je viens bientôt », dit le Christ en clôture de l'Apocalypse. Bien sûr, les visions sont précisément données à voir pour mieux faire attendre cette fin, ce jugement, cette rétribution selon les œuvres, cette venue qui ne vient pas. Il s'agit de temporiser avant la fin, si bien que, censé attester de la toute-puissance d'un Dieu en colère, l'Apocalypse révèle peut-être surtout son impuissance à agir maintenant, de façon à la fois définitive et réelle. L'Apocalypse, en ce sens, fait diversion, divertit. Il s'agit, semble-t-il, d'en mettre plein la vue pour mieux tromper l'attente infinie de la fin. On n'a pas lésiné, on a mis le paquet. The show must go on, and on, and on. On peut penser alors que les visions de l'Apocalypse relèvent d'une sorte de satisfaction ou de compensation hallucinatoire. On entend des voix, on a des visions, et la succession de ces paroles et de ces images forme le tissu narratif complexe de l'Apocalypse qui fait voir le spectacle sanglant de la fin, pour mieux recouvrir la réalité du moment, celle, pour les chrétiens du 1er siècle, de l'exil à Patmos et des persécutions romaines sous le règne de Néron ou Domitien, figurée par la bête écarlate régnant sur Babylone. Or, la vision qui compense est tout aussi inquiétante et monstrueuse. À cette bête à 7 têtes couronnées, qu'adorent les idolâtres, répond ainsi le pouvoir légitime incarné par Dieu sur son trône, ce Dieu dont la toute-puissance est figurée, non moins monstrueusement, par 4 animaux, couverts Dieu par devant et par derrière, qui ont chacun 6 ailes couvertes Dieu tout autour et au-dedans. Vision on ne peut plus paranoïde du voyeurisme divin, de celui qui, précisément dans l'Apocalypse, scrute les reins et les cœurs. Il y a ainsi un caractère véritablement psychotique à l'Apocalypse qui recouvre un réel mortifère et traumatique par une vision de la puissance divine qui réitère ces mêmes traits. C'est une psychose qui se trouve cependant savamment structurée, encadrée. À moins que la psychose réside précisément dans la complexité de cette structure ou de ce cadre narratif qui multiplie les voix et les livres, les oreilles et les yeux, de sorte qu'on ne sait plus très bien qui parle, qui entend, qui voit ou est vu, qui écrit ou se trouve écrit dans le grand livre de la vie où les morts ne cessent de s'amonceler. Le caractère proprement hallucinatoire ou hallucinogène de cette vision, de la révélation ou du dévoilement qu'est l'Apocalypse, réside peut-être dans la complexité de cette structure narrative qui brouille les instances de focalisation, de parole et d'écriture, de façon à déléguer et à différer infiniment le dernier mot, la dernière image. Je cite les premières lignes de l'Apocalypse de Jean, où il est effectivement difficile de débrouiller d'où provient et à qui s'adresse cette révélation. Donc, révélation de Jésus-Christ.
Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il la fit connaître en envoyant son ange à Jean, son serviteur, lequel a attesté comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Fin de la citation. Donc, toute une série de relais pour annoncer, pour étirer l'annonce de ce temps qui est proche. De Dieu au Christ, à Jean et aux serviteurs, puis aux lecteurs, en passant par les anges, les esprits, les églises, toutes ces voix du ciel, tous ces messagers et toutes ces oreilles qui les écoutent, ça fait, comme le souligne Derrida, beaucoup de monde sur la ligne. Je ne sais pas si l'Apocalypse révèle d'abord et avant tout, je cite, la structure apocalyptique du langage, de l'écriture, de l'expérience de la présence, soit du texte ou de la marque en général, c'est-à-dire de l'envoi divisible pour lequel il n'y a pas d'auto-présentation ni de destination assurée, ainsi que l'écrit Derrida d'un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie. Mais je suis obligée de constater que je n'échappe pas à cette structure de la surenchère ou du redoublement apocalyptique qui prend chez moi le désir d'une apocalypse de l'apocalypse, le désir que ça finisse enfin, une fois pour toutes, que les voix se taisent, que les yeux se ferment, que les messagers rentrent chez eux, que le ciel soit clos et que l'on retombe dans le silence d'un monde ruiné, annihilé à jamais. Je me demande si mon vœu qu'on en finisse enfin dans l'Apocalypse avec l'Apocalypse, qu'on éteigne enfin toutes ces lampes, ces candélabres, ces illuminations, ces images, qu'on éradique tout ce discours, toutes ces figures. Je ne sais pas, donc je me demande si ce vœu révèle ma lassitude de lectrice, mon ennui devant les films d'action, ma fascination pour les paysages désolés, ou une volonté de mort de la littérature dans la littérature. Tout cela à la fois, sans doute. Ô tout finir, disait une des voix de Beckett, qui en connaît un bout, sur l'impossible venue de la fin et sur ces histoires qu'on raconte sans trop savoir si c'est pour mieux attendre ou pour mieux retarder cette fin, pour mieux voir ou pour mieux s'aveugler, pour se sauver ou pour se damner. Chez Beckett, comme dans l'Apocalypse, la parole et l'écriture sont une affaire psychotique, une histoire de possession par des voix qui enjoignent de voir, de parler, d'écrire. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, s'entend dire Jean par la voix puissante qui tonne derrière lui. Dispositif de dictée et de délégation du langage que Beckett exploitera jusqu'à la plus complète annihilation de l'identité. Mon apocalypse idéal, dont l'attente est différée et entretenue soigneusement par la lecture de l'œuvre de Beckett, qui contient à tout moment la fin et sa fuite, prendrait très certainement la forme biblique du dernier livre, de ce livre dernier qui contiendrait et annihilerait enfin tous les autres, qui les avalerait ou mieux, qui m'avalerait moi. J'aimerais renverser les rôles et que le petit livre que mange Jean sur l'ordre de Dieu, sans qu'on sache trop si c'est pour mieux en révéler le contenu ou pour mieux en garder le secret, que ce petit livre qui a dans la bouche la douceur du miel mais qui est amer aux entrailles m'avale moi. Jean de Patmos me semble lui-même avalé par ses visions et par la bouche de tous les locuteurs qui parlent à travers lui. Ce désir apocalyptique d'être enfin tout entière avalé par un livre, par une parole ou par une fiction, je le partage non seulement avec certaines voix beckettiennes, mais aussi avec le critique littéraire August Brill, qui est le narrateur de Man in the Dark, en français Seul dans le noir, un dernier roman de Paul Auster. Apocalyptique, ce roman me semble l'être à plusieurs égards, qui raconte l'histoire en abîme, d'histoires racontées ou d'images visionnées dans le noir pour mieux recouvrir d'autres histoires, d'autres images qui s'avèrent ineffaçables. Dans le roman d'Auster, comme dans l'Apocalypse, ces histoires racontées ou visionnées sont empreintes de la même terreur que celles dont elles sont censées détourner. Comme si, pour recouvrir un réel catastrophique, seules des images et des histoires de catastrophes pouvaient faire l'affaire, l'invention prenant alors la forme de la compulsion de répétition, répétant autrement la catastrophe, un cauchemar remplace l'autre, comme le dit un personnage d'Auster, sans qu'on sache trop si cette répétition dans la création est elle-même mortifère, ou si elle peut avoir valeur d'effacement ou de rédemption.
si la pulsion de mort ne se solde que par la mort, ou si elle peut être mise au service de la pulsion de vie, ou encore si cette supposée pulsion de vie n'est pas elle-même le masque de la mort prenant la forme de son déni, au happy end hollywoodien. Léo Bersani a bien mis en évidence dans The Culture of Redemption à quel point, dans le domaine esthétique, comme dans le texte de l'Apocalypse, la pulsion rédemptrice est solidement intriquée à la pulsion de mort et à une conception salvatrice de la culture et de la sublimation qui s'édifie de façon persistante, tel un délire psychotique soft, sur un déni lénifiant de l'histoire, du réel, sur un déni aussi de cette jouissance qui réside dans l'ébranlement, le démantèlement, la mort du moi. Loin d'obéir simplement à cette compulsion rédemptrice de la culture qui substituerait une volonté morale de réparation à un désir d'annihilation de la subjectivité, le roman d'Auster me paraît en questionner la logique et réfléchir lui-même au statut des images et des histoires qu'il contient, réfléchissant dès lors, par-delà la particularité de ces récits, les visées fantasmatiques, à la fois salvatrices et mortifères, de toute littérature, de toute création. Qu'en est-il du geste apocalyptique de la littérature elle-même? Non pas la représentation des catastrophes, de la fin ou du jugement, non pas l'adresse incertaine d'une parole infiniment diffractée, différée, absente à elle-même, mais ce geste qui résulte peut-être de la conjonction de ces deux aspects et qui consiste dans l'accumulation de ces images, récits, histoires, paroles qui viennent ensevelir le réel pour tout à la fois et sans doute inextricablement le recouvrir et le dévoiler, l'annihiler et le rédimer. Le questionnement sur les sources de la création prend dans Man in the Dark de Paul Auster une forme éminemment beckettienne, celle d'un homme qui se raconte une histoire à lui-même dans le noir pour se tenir compagnie. Une histoire où les noms, comme chez Beckett encore, disent le peu de consistance de sujets interchangeables qui s'appellent chez Auster Brill ou Brick, ou alors, je cite, peut-être Blake, peut-être Black, peut-être Block. Appellation désignant des êtres à l'existence limitrophe, tout à la fois sujet et objet de leur récit. Le roman d'Auster donc réitère la structure de déréalisation des fictions beckettiennes, tout en ayant un contenu éminemment référentiel, actuel et américain. L'histoire que le narrateur se raconte est en effet celle d'une nouvelle guerre civile américaine, prenant place dans les États-Unis où les attentats du 11 septembre n'auraient pas eu lieu et où l'élection controversée en 2000 de George Bush aurait plutôt déclenché les velléités autonomistes de l'État de New York, puis de toute une série d'autres États qui, refusant de demeurer dans un pays gouverné par George W., auraient décidé de faire sécession. Hallucinons un peu avec August Brill. Je cite, « En 2004, le Maine, le New Hampshire, le Vermont, le Massachusetts, le Connecticut, le New Jersey et la Pennsylvanie se joignent à l'État de New York pour former les États indépendants d'Amérique. Plus tard, la même année, la Californie, l'Oregon et l'État de Washington font sécession et constituent leur propre république, Pacifica. En 2005, l'Ohio, le Michigan, l'Illinois, le Wisconsin et le Minnesota rallient les États indépendants. L'Union européenne reconnaît l'existence du nouveau pays, etc., etc. Donc, toute compensatoire qu'elle puisse paraître de la part d'un auteur new-yorkais progressiste, c'est-à-dire à la fois pour Paul Auster et pour August Brill, son narrateur, cette fiction n'en est pas moins elle-même dévastatrice, à la fois parce qu'elle répète, en lieu et place de la guerre halogène contre le terrorisme, le traumatisme historique d'une guerre civile, endogène, sanglante et meurtrière, et parce que, en vertu de cette même logique de retournement sur soi de la pulsion de mort, cette histoire inventée vise en dernière instance l'abolition de son auteur. En l'occurrence, le critique August Brill, qui envoie dans la fiction, et là on retrouve un peu les science-fiction dont Benoît nous parlait, donc le critique August Brill qui envoie dans la fiction son double fictif, Brick, dont la mission consistera précisément à sortir de ce monde fictif pour assassiner son inventeur, c'est-à-dire August Brill lui-même, et dès lors mettre fin à cette guerre. C'est toute la beauté de ce roman, beauté peut-être proprement apocalyptique, à la fois sublime et à rebours de la sublimation, que d'intriquer ce vœu de mort,
cet improbable suicide littéraire qui relève d'une fantasmatique poétique héritée entre autres de Mallarmé, dont Auster, on le sait, a été traducteur, d'intriquer donc ce fantasme de disparition de soi dans et par la littérature, avec la mise en abîme des récits et des images d'une histoire collective insublimable. Récits et images appartenant à la Shoah, qui hantent aussi la mémoire de ce livre, et à l'histoire actuelle, celle des États-Unis, et tout particulièrement de la guerre en Irak. Tout le roman d'Auster tient peut-être à ce double geste littéraire qui consiste à la fois à construire et à détruire la littérature, à faire croire et à ne pas faire croire aux histoires racontées sur fond de débris et de ruines. L'histoire inventée dans le noir, à l'élaboration de laquelle le lecteur assiste au fil du roman d'Auster, tout à la fois détourne et ne détourne pas du réel, puisqu'elle ne cesse de porter sa propre abolition, de tenter de s'autodétruire, de retourner sur elle-même son arsenal de guerre, signe tout à la fois de sa toute-puissance et du sentiment de son inanité. En finir avec la fiction et avec son auteur peut ainsi s'entendre aussi bien comme un désaveu de la littérature que comme son fantasme suprême. Mais Auster réussit finalement dans son roman à ménager une place pour la fiction où elle échappe à cette logique du tout ou rien, et où elle trouve un sens à se dérouler parmi les lambeaux dont elle se nourrit, sans les faire disparaître. Ainsi, s'il s'agit pour August Brill de créer d'autres mondes, des mondes parallèles, pour essayer, comme il est dit dans le roman, de ne pas ruminer ses souvenirs, cette rumination n'en a pas moins lieu autour du récit et à même celui-ci, qui est sans cesse aimanté par ses sources, débordé par le réel, l'histoire, les guerres et les gestes de violence dont le livre accumule les témoignages, pointant chaque fois vers l'ombilic du récit inventé, ombilic qui fait que l'invention, comme le réel, est hantée par la dévastation. Histoire de guerre, baissez la garde un instant et elle se rue sur vous, l'une après l'autre, dit Brill. Comme le rêve, l'histoire que se raconte le critique insomniaque dans le noir est une fantasmagorie visuelle et auditive non écrite, donc évanescente, fugitive et sans cesse menacée par l'irruption des restes qu'elle recouvre. Comme le rêve, comme les visions psychotiques et celles de l'Apocalypse, l'histoire inventée par le personnage du roman est fabriquée à partir des matériaux du réel, réel aussi bien psychique qu'historique, et aussi de diverses strates de l'intime et du collectif. La scène familiale est indissociable de la scène sociale dans Man in the Dark, dont le titre français, Seul dans le noir, est à la fois juste et fautif, tant cet homme dans le noir avec ses visions contient en lui des drames pluriels qui appartiennent à diverses personnes. Mais à qui appartiennent les histoires de vie et de mort? Qui a la responsabilité de les porter, de les garder secrètes ou de les réciter? Et qu'advient-il des histoires vraies lorsqu'elles servent de source à la fiction? S'il s'agit apparemment pour August Brill d'oublier la mort de sa femme et quelques épisodes douloureux de sa vie intime, s'il s'agit aussi de ne pas trop penser à sa fille Myriam qui se remet péniblement de son divorce en écrivant une biographie de Rose Hawthorne, la fille de l'écrivain, c'est peut-être avant tout par l'histoire de sa petite fille que Brill est hanté, qu'il est débordé comme par ce que son propre récit fictif ne peut pas contenir. Au cœur de cette histoire, la guerre, mais surtout une image insoutenable dont la description ne nous sera donnée qu'à la fin du roman. C'est cette image d'une tuerie perpétrée en Irak sur l'ancien amoureux de sa petite fille, parti en Irak non pour sa patrie, mais pour connaître délibérément l'horreur. Donc c'est cette image qui constitue l'apocalypse du roman, ce qu'il finit par révéler après l'avoir gardé secrètement enfoui au cœur de sa fiction. Mais la logique apocalyptique se trouve ici inversée dans la mesure où le roman s'achève sur le contraire même d'une image de rédemption. Le roman se termine et achoppe sur cette image comme sur le matériau étranger qu'elle n'est pas arrivée à avaler, à faire passer dans l'invention. Que ce matériau, ce reste insoutenable et inavalable, prenne précisément la forme d'une image diffusée sur Internet, dit bien que le réel est d'emblée médiatisé, pétri de vision, ce qui ne lui enlève pas pour autant sa force d'irruption et sa puissance traumatique. Oui, la guerre en Irak a bien lieu, même par le biais des images,
pour peu que les images qui nous en parviennent ne glissent pas sur la surface des vies, mais viennent s'y loger durablement, comme c'est le cas dans Man in the Dark. La question de l'image, de sa puissance aussi bien révélatrice et traumatique qu'anesthésiante ou abrutissante, est au cœur du roman d'Auster, à plusieurs titres, puisque, à côté d'August Brill et de ses visions nocturnes, sa petite fille Katia, étudiante en cinéma, celle justement dont l'ancien amoureux a été tué en Irak, tente, elle, de remédier à la hantise de cette image en visionnant des films, des avalanches de films. Il est singulier que cette activité dans laquelle Brill voit une tentative d'automédication, qui n'est au demeurant pas très différente de la sienne, soit décrite dans des termes péjoratifs, comme, je cite, un remède homéopathique destiné à l'anesthésier contre le besoin de penser à son avenir, à la maintenir dans un état de passivité décérébrée, dit-il. Mais consommer une tonne d'images ou s'y exposer, est-ce forcément s'anesthésier, se décérébrer au sens banal où semble l'entendre un grand-père, inquiet de ce qui serait un mauvais usage des images? Est-il vraiment possible de départager un bon usage de la représentation, qu'elle soit littéraire ou cinématographique, qui serait du côté de la vie et du réel, et un mauvais usage qui serait du côté du double et de la mort? Par-delà les premières réticences de Brill, le roman d'Auster rend lui-même ce partage impossible, puisque l'obsession cinématographique de Katia, toute abrutissante qu'elle paraisse au départ, s'avère nourrie des meilleurs films du répertoire et donne lieu à une réflexion qui aboutit à cette pensée, que le langage cinématographique consiste ultimement à exprimer les émotions humaines par le moyen d'objets inanimés. Et si, me demandais-je, le vœu de Katia était précisément de devenir le cinéma à force de le regarder, de se transformer elle-même et ses émotions trop humaines en objets inanimés, image sublimée de la décérébration et de la désubjectivation par la surconsommation d'images, laquelle n'est finalement peut-être pas si éloignée du désir poétique de disparition vibratoire. Évidemment, ni Katia ni Brill ne réussissent à s'anesthésier ou à se sublimer, c'est-à-dire à se débarrasser d'eux-mêmes, de leurs histoires et de leurs images trop réelles sous les visions de la littérature ou du cinéma. Émergera de ces deux ratages de suicide esthétique un projet de film à réaliser ensemble par Katia et son grand-père. Est-ce à dire que la production d'une œuvre serait le remède à ce qu'une passivité insomniaque ou cinématographique, qui était pourtant elle-même éminemment créatrice, comportait de trop mortifère? Aussi fortement qu'il semble résister à l'idée de rédemption esthétique en étant porteur d'une image qui le troue et qui résiste à toute entreprise d'effacement, le roman d'Auster semble au final réitérer lui-même le désir d'être réparé par ce film qu'il projette à la fois à l'intérieur et au-delà de lui. Je ne sais pas si Jean de Patmos s'est remis de ses visions de mort en les écrivant. Il aurait à coup sûr fait un malheur comme scénariste à Hollywood. Quant à moi, une fois le livre de Paul Auster avalé, mon propre désir d'anéantissement livresque reste inassouvi, sans doute inguérissable, inépuisable. The show must go on and on and on.